Les Camerounais ne doivent plus se raconter d'histoire. Ce qui se passe actuellement au port de Douala n'a strictement rien à voir avec la défense des intérêts du Cameroun, encore moins avec une quelconque modernisation de l'économie nationale. Ce qui se joue là, est l'un des derniers épisodes d'une guerre de clans féroce, souterraine, méthodique, qui gangrène l'État camerounais depuis plusieurs années. Une guerre pour des intérêts personnels, une guerre pour des rentes à vie, une guerre pour le contrôle de l'économie avant l'effondrement définitif du régime. Le port de Douala n'est pas un symbole parmi d'autres, c'est le cœur battant de l'économie camerounaise. Celui qui contrôle ce port contrôle les flux financiers, les marchandises, les devises et surtout la capacité d'anticiper l'avenir. Voilà pourquoi ce port est devenu un champ de bataille. Pas entre des entreprises, mais entre deux clans mafieux issus du sérail qui se disputent les dernières grandes rentes avant la fin du règne. Derrière cette guerre se trouvent deux blocs clairement identifiés. D'un côté, le clan de Louis-Paul Motaz, parfois appelé dans les cercles internes FC Ligne 94. De l'autre, le clan de Ferdinand Ngongo, surnommé FC Task Force. Ces appellations ne sont pas anodines, elles traduisent une logique de combat, de conquête, de territoire. Le clan Motaz s'appuie sur un réseau ancien, solidement implanté dans l'appareil d'État. Parmi ses alliés figurent René Sadi, Laurent Esso, Joseph Diongut ou encore Jean-Ernest Ngal Bibé. C'est à ce clan qu'est historiquement liée la société SGS, chargée du scanning au port de Douala depuis des décennies. En face, le clan Ngo avance avec une logique plus agressive, plus récente, mais tout aussi structurée. Il s'appuie notamment sur Cyrus Ngoo, directeur général du port de Douala, Ayem Moguer, Mbarga Mboa, le général Amougou Emmanuel, ainsi que des partenaires étrangers, notamment israéliens. La société transatlantique DSA est l'instrument économique central de ce clan. Une société qui contrôle déjà le port de Kribi et qui ambitionne désormais de mettre la main sur Douala. Il faut appeler les choses par leur nom. On n'est pas face à une concurrence économique saine, on est face à une guerre de mafia. Une guerre de rétrocommission, de prête-nom, de sociétés écrans et de contrats léonins. Une guerre pour des situations de rente à vie. Le clan Motaz n'est pas un simple partenaire de SGS. Il en est actionnaire de fait. Pas toujours de manière directe, bien sûr. Les mécanismes sont plus sophistiqués. Des prête-noms, des enfants, des proches, des sociétés intermédiaires. Tout est fait pour diluer les responsabilités et masquer les bénéficiaires réels. Le cas de René Sadi est à cet égard édifiant. Il est présenté comme président du conseil d'administration de SGS Cameroun, une société privée de droit OHADA. La question est simple et explosive. Quel est le lien légal entre un ministre de la République et une société commerciale privée opérant dans un secteur stratégique ? N'y a-t-il pas là une incompatibilité manifeste avec le statut de fonctionnaire qui interdit formellement l'exercice d'activités commerciales ? Cette question, personne au sommet de l'État ne veut y répondre, parce que la réponse ouvrirait une boîte de Pandore. De l'autre côté, le clan Ngo applique exactement la même logique. Cyrus Ngo est lui aussi actionnaire de Transatlantique DSA à travers des prête-noms. Le patron officiel de cette société est israélien, ce qui permet de donner une façade internationale à une entreprise profondément camerounisée dans ses intérêts réels. Cette société ne se contente pas des ports. Elle infiltre progressivement d'autres entités publiques, toujours selon le même schéma, contrat opaque, droit international, impossibilité future de rupture, sans lourde pénalité. Nous sommes ici au cœur d'un mécanisme de prédation extrêmement dangereux. En cette fin de règne, ces clans sont en train de se créer des situations de rente irréversibles. Ils s'infiltrent comme des virus dans toutes les grandes sources de revenus de l'État, pétrole, mines, eau, électricité, scanning, péage, banque, port, partout les mêmes méthodes, partout les mêmes noms qui reviennent, parfois masqués derrière des sociétés à consonance étrangère. L'objectif est clair, hypothéquer durablement l'avenir du Cameroun, faire en sorte que le prochain régime, quel qu'il soit, se retrouve pieds et poings liés. Les contrats sont volontairement signés sous l'égide du droit international. Pas pour attirer des investisseurs sérieux, mais pour empêcher toute remise en cause future.
car rompre ces contrats signifierait exposer le pays à des dommages et intérêts colossaux devant des juridictions internationales. C'est ce cercle vicieux qui est au cœur de l'affaire SGS. Et c'est précisément l'argument que Motaz a utilisé face à Dion Gut et à l'opinion publique pour neutraliser temporairement le clan Go. En substance, toucher à SGS, c'est risquer des milliards de pénalités. Un raisonnement cynique mais efficace et révélateur de la logique mafieuse qui domine désormais l'État. Mais cette guerre des clans ne s'arrête pas au port. Elle s'inscrit dans un pillage plus large, plus grossier encore. Il suffit de regarder certains circuits financiers pour comprendre l'ampleur du désastre. Le cas d'Amougou Belinga est régulièrement cité. Selon des informations provenant de la direction du Trésor, cet homme récupérerait chaque mois de février une somme astronomique de 16 milliards de francs CFA au ministère des Finances sans justificatif valable pour son compte et celui de ses réseaux. Cet argent, selon plusieurs sources, serait ensuite blanchi tant bien que mal à travers des montages financiers complexes. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. L'économie camerounaise est exsangue, non pas par manque de ressources, mais parce qu'elle est gérée par des incompétents et des prédateurs qui confondent État et butin. Cette guerre des mafias est le signe le plus clair que le régime est arrivé au bout de sa logique. Le match est terminé, il ne reste que les dernières minutes de la prolongation. Et, comme toujours dans ces moments-là, les bandits se battent sur les dernières opportunités juteuses avant la fuite. Ils savent ce qui les attend. L'exil pour certains, la prison pour d'autres, Dubaï, Israël, l'Europe, peu importe la destination, ils partiront. Mais ils s'assurent que les sociétés qu'ils ont captées continueront à verser des prébendes dans leurs comptes offshore pendant des décennies. Pendant ce temps, le peuple camerounais hérite d'un pays saigné, verrouillé par des contrats toxiques, privé de marge de manœuvre. Un pays où même le changement politique risque d'être vidé de sa substance par des engagements pris dans son dos. Ce qui se joue au port de Douala n'est donc pas un simple conflit économique, c'est un acte de sabotage de l'avenir national. Une hypothèque posée sciemment sur le futur des générations à venir, la vraie question n'est plus de savoir quel clan va gagner cette bataille, la vraie question est de savoir si le Cameroun survivra à cette fin de règne sans sombrer définitivement. L'avenir nous le dira. Mais une chose est certaine, ce système est arrivé à son point de rupture. Et lorsqu'un système mafieux commence à se dévorer lui-même, la chute n'est jamais très loin.